La neige tombait sans la moindre interruption sur Étretat, en Normandie. C'était le genre de neige lourde, dense et implacable qui dévorait les empreintes de pas presque instantanément, transformant le paysage côtier familier en une toile blanche et vierge. Ce type de précipitations hivernales possédait la capacité unique de rendre le monde entier infiniment silencieux, d'étouffer le vacarme habituel de la vie quotidienne pour ne laisser place qu'à un murmure cotonneux. Il n'y avait aucune voiture en circulation, aucun voisin bravant le froid glacial, aucun son à l'exception du doux crissement sous les bottes et du vent marin impitoyable qui s'engouffrait à travers les arbres bordant l'allée des Bouleaux. Chloé Martin se tenait immobile au bout de sa propre allée. Elle avait 35 ans. Elle portait un manteau en laine grise qui, bien qu'élégant, n'était absolument pas conçu pour résister à une telle chute de température. Elle avait un sac de voyage passé sur son épaule gauche, un sac qu'elle avait rempli à la hâte, poussé par une montée d'adrénaline pure, et sa main droite tenait fermement la petite main de son fils de 7 ans, Lucas Martin, qui n'avait pas posé une seule question depuis qu'elle lui avait demandé de mettre ses chaussures. Derrière elle, la maison de campagne rayonnait d'une lueur faussement chaleureuse. Le grand sapin de Noël brillait toujours de mille feux à travers la fenêtre du salon, ses guirlandes clignotant avec une régularité presque moqueuse. La couronne de branches de sapin tressé qu'elle avait mis des heures à accrocher sur la porte d'entrée en bois massif était toujours là, absolument parfaite, saupoudrée d'une fine couche de givre. Les chaussettes de Noël sur lesquelles elle avait minutieusement brodé le nom de Lucas avec du fil doré étaient toujours suspendues au-dessus de la cheminée en pierre à l'intérieur. De l'extérieur, tout donnait l'illusion parfaite qu'une famille heureuse vivait là. Tout donnait l'impression que le réveillon de Noël se déroulait exactement comme prévu, dans la joie et l'insouciance. Mais l'homme qui était censé être assis près de ce feu réconfortant n'était pas rentré. Il avait dit à Chloé qu'il avait une réunion d'urgence en ville pour finaliser un dossier critique. Elle avait appelé son numéro personnel à 2 reprises. Les 2 fois, l'appel avait été directement transféré vers la messagerie vocale, la voix automatisée résonnant dans le vide de la cuisine. Elle n'avait pas du tout prévu de fouiller dans son ordinateur portable professionnel. Elle l'avait simplement ouvert avec l'intention de trouver la liste de lecture de Noël qu'elle y avait sauvegardée, celle que Lucas adorait tant, remplie de vieilles chansons classiques de Nat King Cole qui apportaient toujours une atmosphère de nostalgie réconfortante. Et pourtant, le navigateur Internet était déjà ouvert sur l'écran lumineux. La boîte de réception de sa messagerie électronique était déjà chargée, exposée à la vue de tous. Et l'email tout en haut de la liste, reçu un peu plus tôt depuis une adresse de réservation qu'elle ne reconnaissait absolument pas, comportait un objet sans le moindre texte, simplement une froide et clinique confirmation de réservation. Le Ritz Paris, une chambre luxueuse, 2 clients. Enregistrement prévu pour le réveillon de Noël. Chloé avait lu ces quelques mots 3 fois de suite, son cerveau luttant désespérément pour traiter une information qui détruisait instantanément les fondations mêmes de son existence. Puis, elle avait refermé l'ordinateur portable avec une lenteur et une précaution infinie. Exactement de la même manière que l'on referme une porte derrière soi lorsqu'on ne veut surtout pas que quelqu'un vous entende partir pour toujours. C'est à cet instant précis que son téléphone portable avait vibré sur le comptoir en marbre. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran, accompagné d'une simple photographie sans la moindre légende. Sur l'image, Nicolas Dubois, son mari depuis 9 ans, riait aux éclats, une coupe de champagne levée dans le décor somptueux et illuminé du bar d'un hôtel prestigieux. Et juste à côté de lui, la main délicatement posée sur son bras avec une familiarité possessive, comme si elle avait toujours eu sa place à cet endroit précis, se trouvait une femme que Chloé n'avait jamais vue de sa vie. Une certitude glaciale s'était alors emparée d'elle. Lucas tira doucement sur sa main gantée, la ramenant à la réalité mordante de l'allée des Bouleaux. « Maman » dit-il d'une voix calme et étouffée par son écharpe épaisse. « Est-ce qu'on part quelque part ?» Chloé baissa les yeux vers son fils, observant son petit visage rougi par le vent. Puis elle releva la tête pour regarder la grande maison de campagne une dernière fois, imprimant chaque détail de ce mensonge architectural dans sa mémoire. « Oui, mon chéri » répondit-elle avec une voix qu'elle força à rester d'une stabilité absolue. « Nous partons. » Et elle commença à marcher droit devant elle, s'enfonçant dans la neige immaculée. Elle ignorait encore que la photographie dévastatrice lui avait été envoyée de manière totalement délibérée, et que la personne qui avait appuyé sur le bouton d'envoi était sur le point de changer irrémédiablement la trajectoire de sa vie tout entière. Les personnes qui avaient eu la chance de connaître Chloé Martin avant que Nicolas Dubois n'entre dans sa vie disaient tout invariablement la même chose à son sujet. Elle disait qu'elle illuminait une pièce dès qu'elle y pénétrait. Pas de manière bruyante ou ostentatoire, elle n'était pas le genre de personne qui monopolise l'attention en parlant fort ou en gesticulant,
mais plutôt le genre de femme dont on ressentait la présence magnétique et apaisante avant même de croiser son regard. Elle était calme, incroyablement concentrée, le genre d'esprit analytique et créatif qui remarquait les infimes détails que tous les autres manquaient systématiquement. Elle avait été diplômée major de sa promotion à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, une institution d'une exigence redoutable, à l'âge de 23 ans seulement. Peu de temps après, elle avait déjà réussi à faire publier son nom sur 2 projets majeurs dans les pages glacées de AD Magazine France, la restauration complexe d'un appartement rénové dans le Marais qui mêlait habilement l'histoire parisienne au minimalisme moderne. Et un magnifique studio sur les quais à Bordeaux qu'un blog de design influx avait qualifié d'œuvre silencieusement extraordinaire. Ses clients l'adoraient pour sa capacité à transformer leurs besoins vagues en espaces tangibles et respirants. Ses collègues la respectaient profondément. À l'époque, elle habitait un petit appartement charmant à Montmartre, sous les toits de Paris, possédait une cafetière à piston qu'elle utilisait religieusement chaque matin en regardant la ville s'éveiller. Et ne se séparait jamais d'un carnet de croquis à la couverture usée dans lequel elle dessinait compulsivement. Puis, le destin avait fait qu'elle croise la route de Nicolas Dubois lors d'un prestigieux gala de charité organisé dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'était montré charmant, d'une manière calculée que seuls certains hommes de pouvoir maîtrisent à la perfection. Il était attentif, semblait ne jamais être pressé, et posait une myriade de questions qui donnaient à son interlocutrice l'illusion d'être la personne la plus fascinante de toute l'assemblée. Il se souvenait avec une précision chirurgicale de la moindre anecdote qu'elle lui racontait. Il apparaissait à l'improviste avec son café préparé exactement comme elle l'aimait. Il lui répétait inlassablement qu'elle était la femme la plus authentique et la plus brillante qu'il n'ait jamais rencontrée dans son univers artificiel. Et à cette époque lointaine, emportée par ce tourbillon d'attention, elle l'avait cru. Ils s'étaient mariés. Lucas était arrivé peu de temps après, apportant une nouvelle lumière dans leur existence. Mais un soir, alors que Lucas n'était encore qu'un nourrisson, Nicolas l'avait fait asseoir dans le salon aux lumières tamisées et lui avait exposé avec une logique implacable ce qu'il appelait le choix pragmatique et rationnel. Ses revenus à lui étaient plus que suffisants pour subvenir à tous leurs besoins avec un niveau de vie très élevé. Les horaires de Chloé en tant qu'architecte indépendante étaient par nature imprévisibles et chaotiques. Quelqu'un devait être présent à la maison pour assurer la stabilité du foyer. Cela tombait sous le sens, argumentait-il avec ce ton doux mais inflexible qu'il utilisait lors de ses négociations professionnelles. Il affirmait que c'était la décision la plus intelligente pour l'avenir de leur famille. Épuisée, vulnérable et désirant le meilleur pour son fils, elle avait fini par accepter. Elle s'était convaincue que ce sacrifice n'était que temporaire, une simple pause dans sa trajectoire professionnelle. Mais les années avaient filé à une vitesse vertigineuse. Elle n'avait plus aucun salaire propre, plus aucun réseau de contacts professionnels actifs. Son inscription à l'ordre des architectes avait expiré dans l'indifférence générale. Le carnet de croquis, cependant, n'avait jamais totalement disparu. Elle le conservait précieusement dans le tiroir du bas de sa table de nuit, caché comme un secret honteux sous une épaisse pile de vieux dessins colorés réalisés par Lucas, mais elle n'avait pas montré ses propres esquisses à qui que ce soit depuis des années. Elle avait offert à Nicolas tout ce dont elle était constituée, son énergie, sa créativité, sa propre identité. Et lors de ce réveillon de Noël glacial, debout dans la neige impitoyable avec un simple sac de voyage et la main de son fils de 7 ans dans la sienne, elle comprenait enfin avec une clarté foudroyante ce qu'il avait fait de ce don absolu. Il l'avait démantelé pièce par pièce. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que quelque part dans ce même tiroir de table de nuit, enfoui tout au fond sous les dessins enfantins de Lucas, reposait une petite carte de visite cartonnée qu'elle avait complètement oubliée avec le temps. Et le nom discrètement imprimé sur ce petit rectangle de papier allait très bientôt avoir plus d'importance que tout le reste réuni. La grande maison de campagne de l'allée des Bouleaux ressemblait à s'y méprendre à une illustration tirée d'un luxueux catalogue de fêtes de fin d'année. Elle possédait de vastes chambres lumineuses, une terrasse enveloppante en bois brut, des parquets d'origine que Chloé avait elle-même minutieusement poncés et vitrifiés durant le tout premier hiver qui avait suivi leur emménagement. Ainsi qu'une cuisine magistrale dotée d'une crédence en carreaux de métro qu'elle avait sourcée chez un artisan spécialisé et installée de ses propres mains sur plusieurs week-ends épuisants, simplement parce que Nicolas avait décrété avec désinvolture que le devis de l'entrepreneur était excessif. À l'avant de la propriété, une rangée majestueuse de sapins s'élevait fièrement, des arbres qu'elle avait plantés un à un dans la terre froide alors que Lucas n'avait que 2 ans. À une époque où elle croyait encore naïvement que cet endroit deviendrait le sanctuaire chaleureux que Nicolas lui avait promis. Chaque hiver, les résidents de la région s'arrêtaient régulièrement devant leur propriété pour photographier la symétrie parfaite de la maison. Et chaque hiver, c'était Chloé,
et elle seule, qui passait des heures dans le froid pour installer les illuminations extérieures. Elle avait fini par apprendre, à ses dépens, que la vision que Nicolas Dubois avait de la vie de famille était presque exclusivement esthétique. Il adorait l'idée conceptuelle d'un dîner fait maison qui l'attendrait après une longue journée de réunion. Il chérissait l'image d'une épouse dévouée qui gérait le moindre détail logistique de leur existence afin qu'il n'ait jamais à s'en préoccuper. Il prenait un plaisir narcissique à glisser subtilement aux oreilles des invités lors des soirées mondaines de son cabinet que sa charmante épouse possédait une solide formation en architecture. Il présentait cette information comme une anecdote amusante, un accessoire intellectuel qui le rendait lui-même plus intéressant par simple association. Ce qu'il détestait par-dessus tout, en revanche, c'était qu'on lui demande des comptes sur son emploi du temps. Ce qu'il ne supportait pas, c'était une femme qui osait remettre en question ses affirmations. La toute première fois que Chloé avait découvert un indice suspect, un reçu froissé provenant d'un restaurant huppé où elle n'avait jamais mis les pieds, Nicolas l'avait fixé avec un regard empreint d'une déception si calme, si parfaitement maîtrisée, qu'elle avait fini. De manière incompréhensible, par s'excuser d'avoir douté de lui. Il excellait dans cet art sombre et toxique, retourner la situation pour lui donner le sentiment constant que ses propres instincts étaient la cause de tous leurs problèmes. Cette manipulation psychologique l'avait poussé à consulter un thérapeute pendant des mois. Le thérapeute, perspicace, lui avait conseillé d'apprendre à se faire confiance, d'écouter sa voix intérieure. Mais Nicolas, sentant qu'il perdait son emprise, lui avait répété sans relâche que ce thérapeute était incompétent et ne faisait qu'aggraver son instabilité émotionnelle. Rongée par le doute, elle avait cessé d'y aller. Au milieu de ce mensonge architectural, Lucas était la seule et unique chose dans toute cette immense maison qui était d'une pureté et d'une réalité absolue. Il était doté d'une curiosité insatiable, d'une douceur touchante et d'une obsession fascinante pour le dessin cartographique. Il passait des heures à tracer des cartes imaginaires de contrées lointaines qu'il n'avait jamais explorées. Il les collait méticuleusement sur les murs de sa chambre. Il avait un jour expliqué à Chloé avec le sérieux dont seuls les enfants sont capables que lorsqu'ils seraient grands, ils construiraient des ponts immenses, car les ponts possédaient le pouvoir magique de relier des choses isolées qui étaient incapables de s'atteindre par elles-mêmes. Chloé repensait très souvent à cette métaphore innocente ces derniers temps. Ce que personne, absolument personne en dehors des murs de cette maison ne savait, ni les voisins souriants, ni les collègues ambitieux de Nicolas, ni même sa propre mère Marie Martin, c'était que depuis un peu plus d'un an, Chloé s'était engagée silencieusement dans un projet que Nicolas n'aurait jamais toléré sous son toit. Nicolas Dubois était le genre de prédateur en costume sur mesure qui comprenait une vérité fondamentale bien avant toutes les autres, la perception est la forme ultime du pouvoir. Il avait grandi dans l'enclave très privilégiée de Neuilly-sur-Seine, élevé par des parents froids qui accordaient une importance démesurée aux apparences sociales et ne se souciaient que très peu de la substance morale ou émotionnelle de leurs actions. Il avait assimilé dès son plus jeune âge une leçon cruelle, si l'on s'habille avec une élégance irréprochable, que l'on s'exprime avec une confiance inébranlable et que l'on ne laisse jamais transparaître la moindre goutte de sueur face à l'adversité. Le monde se pliera en quatre pour vous offrir presque tout ce que vous exigez. Et pendant toute son existence, le monde lui avait effectivement obéi. Il occupait le poste de partenaire principal et associé gérant chez Dubois et Moreau Associés, une prestigieuse société d'investissement immobilier de taille intermédiaire dont les bureaux luxueux surplombaient l'esplanade de la Défense, à Paris. Le nom Dubois gravé sur la plaque de laiton à l'entrée représentait l'héritage pesant de son père, mais Nicolas avait consacré des années d'efforts impitoyables pour façonner l'entreprise à son image, en orchestrant une expansion agressive dans le développement commercial urbain. En remportant d'importants contrats municipaux et en se forgeant une réputation d'homme capable de conclure les transactions les plus complexes de manière discrète et implacable. Discrétion et efficacité. C'était le principe directeur qui régissait absolument tous les aspects de son existence compartimentée. Chloé Leroy, la femme sur la photo, était une jeune avocate brillante. Elle avait intégré le cabinet de la Défense depuis peu en tant que conseillère juridique junior, dotée d'un esprit analytique acéré et d'un instinct encore plus aiguisé pour repérer rapidement quels hommes dans une salle de conférence détenaient le véritable pouvoir de faire avancer sa carrière. Elle et Nicolas avaient pris des précautions extrêmes. Il se fréquentait dans des restaurants éloignés des quartiers d'affaires, il utilisait un téléphone prépayé dissimulé dans le double fond du tiroir de son bureau en chêne massif, et les suites somptueuses du Ritz Paris étaient systématiquement réservées via le compte d'une société écran obscur. Ce que Nicolas n'avait cependant pas anticipé dans son schéma d'arrogance, c'était la perspicacité redoutable de Nicolas Moreau. Nicolas Moreau était son partenaire de rang égal au sein du cabinet. C'était un homme mesuré, d'une méticulosité frôlant l'obsession,
le genre d'esprit analytique qui lisait scrupuleusement chaque ligne, chaque clause de chaque contrat et qui n'apposait jamais sa signature au bas d'un document qu'il n'avait pas personnellement révisé et audité à de multiples reprises. Pendant des années, leur partenariat avait fonctionné avec une fluidité mécanique. Mais récemment, Nicolas Dubois avait commencé à manœuvrer dans l'ombre, avec une ambition dévorante. Il avait procédé à des ajustements subtils au début, réacheminant habilement certaines communications clés de clients stratégiques, modifiant discrètement les structures complexes de versement des commissions, et détournant progressivement la gestion de 2 comptes institutionnels majeurs hors du radar de Nicolas Moreau, le tout sans jamais laisser la moindre trace écrite officielle de ces changements de gouvernance. Son objectif inavoué était de constituer un dossier invisible pour évincer son partenaire de la société. Ce qu'il ignorait royalement, c'est que Nicolas Moreau avait non seulement remarqué chacune de ces infimes modifications, mais qu'il avait méthodiquement documenté la moindre de ces transgressions. Et ce n'était pas par simple réflexe d'autodéfense que Moreau agissait de la sorte, mais parce qu'il avait fini par acquérir la conviction troublante que les agissements de Nicolas Dubois au cœur même des opérations de Dubois et Moreau associés n'étaient plus de simples stratégies d'affaires agressives. C'était devenu un réseau d'activités illicites, des malversations d'une ampleur telle qu'elles pouvaient anéantir des carrières entières et inévitablement déclencher des poursuites pénales lourdes. Nicolas Moreau n'avait pas encore confronté son associé, mais il avait déjà pris l'initiative d'effectuer un appel téléphonique très précis à un numéro que Dubois n'aurait jamais pu soupçonner. Sur le chemin enneigé, Lucas ne se plaignit pas une seule fois du froid glacial. C'était cette résilience silencieuse qui continuait de hanter les pensées de Chloé Martin alors qu'ils avançaient péniblement dans la tempête. La manière dont son fils de 7 ans ajustait simplement son rythme de marche au sien sans formuler la moindre plainte, sa petite main gantée serrant fermement la sienne, son souffle chaud se transformant en petits nuages de vapeur éphémère dans l'air gelé de Normandie. Il avait attrapé son manteau d'hiver tout seul. Il avait enfilé ses bottes sans qu'on ait besoin de lui répéter la consigne. Il avait ramassé le vieux chien en peluche avec lequel il dormait toutes les nuits et l'avait coincé fermement sous son bras, comme si son instinct d'enfant lui avait déjà fait comprendre que la sécurité de leur foyer n'était plus qu'une illusion. Le trajet jusqu'à la maison de Marie Martin à Rouen, bien que géographiquement improbable à pied dans la réalité, devenait dans cette nuit de tempête une épreuve d'endurance d'une intensité dramatique, une marche interminable le long de routes balayées par des vents hostiles. Par temps clair, un tel trajet aurait été géré en voiture dans le confort, mais dans l'épaisseur de la neige accumulée, sous les bourrasques cinglantes venant des côtes normandes, c'était une expédition presque irréelle. Les doigts de Chloé perdirent toute sensation autour de la main de Lucas très rapidement. Son manteau, ce vieux manteau en laine grise qu'elle possédait depuis l'époque lointaine qui précédait la naissance de Lucas, n'offrait aucune véritable protection contre l'assaut du blizzard. Ses bottes étaient de simples chaussures en cuir plat qu'elle enfilait habituellement pour aller le chercher à la sortie de l'école. Elle n'avait pas pris le temps de réfléchir à des considérations logistiques aussi futiles avant de franchir le seuil de sa maison. À mi-chemin de leur calvaire glacé, Lucas leva les yeux vers elle, le visage rougi par la morsure du vent. « Maman » murmura-t-il, sa voix tremblant à peine, « est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave à papa ?» Elle garda le regard fixement braqué sur la route enneigée qui s'étirait devant eux. Les rares lampadaires de la chaussée diffusaient une lumière orangée et vacillante qui donnait à la neige tombante une texture irréelle. « Ton papa va très bien » répondit-elle d'un ton mesuré. « Il ne rentrera simplement pas à la maison ce soir. » Lucas resta silencieux pendant une longue minute, assimilant l'information avec une maturité troublante. « Est-ce que c'est à cause de nous » demanda-t-il soudainement. À ces mots, une douleur fulgurante traversa la poitrine de Chloé, rapide et acérée, semblable à un câble d'acier qu'on tendrait violemment jusqu'à la rupture. Elle s'arrêta net de marcher. Elle s'accroupit dans la neige épaisse, là, au beau milieu du trottoir gelé, ignorant le froid qui transperçait ses vêtements, pour se retrouver exactement à la hauteur des yeux de son fils. Le visage de Lucas était sérieux, grave, et affichait une confiance si totale, si aveugle envers elle, que cette vision manqua de la briser en 1000 morceaux. « Non, mon bébé » affirma-t-elle, déployant des efforts surhumains pour s'assurer que sa voix ne tremble pas d'une fraction de millimètre. « Cela n'a absolument rien à voir avec toi. Pas la moindre petite chose. Est-ce que tu me comprends bien ?» Lucas scruta le visage de sa mère avec cette intensité si particulière qu'ont les enfants lorsqu'ils cherchent à déterminer si un adulte leur dit la vérité. Puis, il hocha lentement la tête en signe d'acceptation et resserra son emprise sur la main de sa mère. Lorsqu'ils parvinrent enfin au bout de leur périple et tournèrent dans la rue résidentielle de Marie Martin à Rouen, toutes les façades des maisons étaient plongées dans l'obscurité la plus totale, à l'exception d'une seule. Et là,
debout dans l'encadrement lumineux de la porte d'entrée, portant déjà un gilet épais sur ses épaules comme si son instinct maternel l'avait prévenu de leur arrivée imminente, se trouvait la mère de Chloé. Marie Martin n'était pas une femme qui s'encombrait de questions superflues. Elle avait ouvert la porte, jeté un seul regard circulaire sur sa fille tremblante de froid dans la neige, portant des bottes trempées et un sac de voyage usé sur l'épaule, avec le petit Lucas fermement pressé contre son flanc pour chercher un peu de chaleur. Et elle s'était simplement effacée pour les laisser pénétrer dans le sanctuaire de sa maison. Elle débarrassa Lucas de son manteau trempé avec des gestes doux. Elle remplit immédiatement la bouilloire d'eau fraîche et l'alluma. Elle alla récupérer les couvertures les plus épaisses qu'elle put trouver dans le placard du grand couloir sans prononcer le moindre mot, et les disposa soigneusement sur le canapé du salon. Sur la table d'appoint du salon trônait encore la petite crèche de Noël en céramique peinte à la main que Chloé avait toujours connue, un objet immuable qu'elle contemplait chaque mois de décembre depuis sa propre enfance. Lucas sombra dans un sommeil profond très vite, recroquevillé sous le poids réconfortant de 2 épaisses couvertures de laine, son chien en peluche usé tendrement calé sous son menton. Ce fut seulement à ce moment-là que Marie prit place de l'autre côté de la table de la cuisine rustique, face à Chloé, et qu'elle attendit en silence. Chloé se mit alors à lui raconter absolument tout. Elle détailla l'email de confirmation froid et clinique, la photographie envoyée depuis un numéro inconnu, la réservation luxueuse au Ritz Paris, et cette femme dont la main reposait sur le bras de Nicolas avec une aisance qui prouvait une intimité de longue date. Elle relata les faits d'une voix calme, détachée, et surtout sans verser la moindre larme, un détail qui la surprit elle-même intérieurement. Elle s'était attendue à s'effondrer nerveusement, à hurler sa douleur. Au lieu de cela, elle ressentait une clarté mentale d'une netteté effrayante. C'était exactement cette sensation de lucidité extrême, presque flottante, qui s'empare d'un malade lorsque la fièvre ardente qui le consumait vient tout juste de tomber. Marie écouta le long récit de sa fille sans jamais l'interrompre. Lorsque Chloé eut enfin terminé de vider son fardeau, un lourd silence enveloppa la cuisine. « Depuis combien de temps savais-tu au fond de toi que quelque chose n'allait pas ?» demanda doucement Marie. Chloé réfléchit sérieusement à la question, cherchant la vérité nue sous les couches de déni qu'elle avait elle-même construites. « Des années » admit-elle dans un souffle. « Peut-être plus encore. » Marie hocha la tête avec une lenteur pensive. Elle se leva de sa chaise en bois et versa l'eau bouillante de la bouilloire sur les feuilles de thé qu'elle avait préparées. Elle déposa une tasse fumante devant Chloé avant de reprendre sa place. « Ton père avait l'habitude de dire, » commença-t-elle, avant de suspendre sa phrase, la gorge nouée par le souvenir. Elle reprit son souffle et continua. Il avait l'habitude de dire que la chose la plus incroyablement difficile qu'un être humain puisse accomplir dans sa vie, c'est de faire confiance à ce qu'il sait déjà pertinemment au fond de lui. Chloé enroula ses 2 mains glacées autour de la porcelaine chaude de la tasse. Plus tard, elle s'allongea sur le canapé du salon à côté de Lucas et fixa le plafond sombre pendant une éternité. L'air de la maison était chaud et protecteur. La rue à l'extérieur était plongée dans un silence absolu. Elle pouvait écouter le rythme régulier de la respiration de Lucas, lent, apaisé, déjà parti explorer des contrées imaginaires dans ses rêves d'enfant. Elle se mit à penser avec intensité à son carnet de croquis légué au fond du tiroir de la table de nuit en Normandie. Elle pensa à cette petite carte de visite cartonnée qu'elle avait cachée là, presque inconsciemment, et qu'elle avait cru oublier. Elle se remémora la femme brillante et indépendante qu'elle était autrefois. Le sommeil ne vint l'accueillir que très tard dans la nuit. Et lorsqu'elle ferma enfin les yeux, ses rêves ne furent pas peuplés de cauchemars de trahison, mais d'immenses plans d'architecture, de lignes pures, de structures solides et de fondations inébranlables. Le lendemain matin, l'homme se présenta devant la porte de Marie Martin à Rouen. Il n'apportait aucun bouquet de fleurs pour se faire pardonner, et son visage ne portait pas la moindre trace de contrition ou d'excuse. Il portait son luxueux pardessus en poil de chameau, et son expression faciale était celle que Chloé connaissait si bien, son masque de négociateur impitoyable. Une expression contrôlée, affichant un léger ennui calculé, comme s'il avait déjà plusieurs coups d'avance sur tous les autres acteurs présents dans la pièce. Marie ouvrit la porte et soutint son regard glacial sans ciller. « Elle n'est absolument pas prête à discuter avec vous, » déclara-t-elle d'un ton sec et sans appel. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour engager une discussion philosophique, » rétorqua Nicolas Dubois d'une voix coupante. « Je suis ici dans l'unique but de ramener ma famille à la maison. » Il avait prononcé les mots « ma famille » exactement avec la même intonation possessive et matérielle qu'il utiliserait pour dire « ma voiture de fonction » ou « mon portefeuille d'action », avec un sentiment de propriété cynique.
comme si les êtres humains qui se trouvaient de l'autre côté de cette porte n'étaient que de simples lignes de chiffres sur le bilan comptable de sa réussite sociale. Marie ne bougea pas d'un centimètre pour libérer le passage. C'est finalement Chloé qui s'avança dans le couloir. Elle s'était préalablement assurée que Lucas était confortablement installé dans la petite chambre d'amis au fond de la maison, absorbé par un dessin animé, les écouteurs bien enfoncés sur ses oreilles pour le protéger des éclats de voix. Nicolas franchit le seuil sans même attendre d'y être invité. Il inspecta brièvement le salon modeste de Marie avec cette même expression méprisante qu'il arborait lorsqu'il visitait des propriétés immobilières en vue d'une potentielle acquisition et qu'il avait déjà estimé indigne de son portefeuille d'investissement. Cette petite mise en scène dramatique a assez duré, trancha Théil d'un ton professoral. Tu as exprimé ta frustration, le message est passé. Maintenant, nous allons rentrer chez nous et régler ce malentendu comme des adultes responsables. Chloé le dévisagea avec une intensité froide et inébranlable. J'ai trouvé la confirmation de réservation de l'hôtel. Une fraction de seconde, quelque chose tressaillit imperceptiblement sur le visage lisse de Nicolas. Ce n'était pas de la culpabilité, loin de là. C'était le rouage d'un calcul mental accéléré. Nous devons discuter de ces détails dans l'intimité de notre foyer, dit-il, baissant d'un ton. Hors de question que nous abordions cela ici. Je n'irai nulle part avec toi, répondit Chloé, chaque mot tombant comme un coup près. La voix de Nicolas devint grave, menaçante. Chloé, je tiens à t'informer que je me suis déjà entretenu avec Nicolas Roussel. Nicolas Roussel était le redoutable avocat spécialisé qui avait rédigé leur complexe contrat de mariage des années auparavant. Un avocat dont le cabinet, et Chloé ne l'avait jamais réalisé à l'époque de son mariage aveugle, était en fait sous contrat d'exclusivité permanent avec Dubois et Moreau associés. Le document légal que tu as signé en pleine possession de tes moyens contient des clauses extrêmement spécifiques. Si tu prends l'initiative stupide de déposer une requête en divorce en premier sans être en mesure de fournir des preuves matérielles et documentées justifiant d'une faute grave, l'accord de garde bascule automatiquement vers une garde alternée paritaire stricte. Et crois-moi sur parole, je ferai traîner cette procédure juridique infernale aussi longtemps qu'il le faudra. Des années entières s'il le faut. Il laissa délibérément le silence s'installer pour que la lourdeur de la menace écrase l'esprit de sa femme. L'alternative, reprit-il en réajustant ostensiblement le col de son par-dessus avec une élégance glaciale, c'est que tu prends tes affaires, tu rentres à la maison, nous gérons cette crise conjugale dans la plus stricte discrétion. Et Lucas ne passera pas l'intégralité de son enfance à être ballotté dans les couloirs d'un tribunal. Il tourna les talons et quitta la maison avant même qu'elle ne puisse formuler la moindre réplique. Chloé resta pétrifiée dans le couloir après que la porte se soit refermée dans un claquement sec, sentant littéralement le plancher de bois se dérober sous ses pieds. Elle n'avait absolument jamais eu connaissance de cette redoutable clause concernant la garde de son enfant, et à en juger par le sourire carnassier qui avait effleuré les lèvres de Nicolas, il avait gardé cette carte maîtresse dans sa manche depuis le tout premier jour. La carte de visite cartonnée se trouvait toujours très exactement là où elle l'avait dissimulée des années auparavant. Dans le tiroir du bas de la table de nuit de la maison normande, glissé discrètement à l'intérieur de la couverture arrière en carton rigide de son ancien carnet de croquis, enseveli sous une épaisse liasse de dessins de ponts monumentaux et de côtes maritimes réalisés au crayon de cire par Lucas. Il y était inscrit « Nicolas Leroy, avocat au barreau, spécialiste en droit de la famille français et litige civil, avec un numéro de téléphone fixe basé à Pontoise, en Île-de-France, et un numéro de téléphone portable griffonné à l'encre bleue juste en dessous du texte imprimé. » Son défunt père avait glissé ce bout de carton dans la paume de sa main lors d'un repas de famille, et lui avait chuchoté avec une gravité prophétique, « Si jamais un jour tu te retrouves dans une situation où tu as un besoin vital de parler à quelqu'un en qui tu peux avoir une confiance absolue, appelle Nicolas Leroy en premier. » Elle avait souri avec une naïveté touchante à l'époque, lui répondant qu'elle espérait de tout cœur n'en avoir jamais besoin. Elle composa son numéro peu de temps après la visite glaçante de Nicolas Dubois. Nicolas Leroy était un homme expérimenté, en situation de semi-retraite active, qui opérait depuis un bureau sans prétention situé juste au-dessus d'une quincaillerie de quartier animée à Pontoise. Il possédait un bagage impressionnant de décennies d'expérience juridique pugnace, une sagacité instinctive qu'aucun grand cabinet d'avocats rutilant des beaux quartiers de Paris ne pourrait jamais égaler, ne serait-ce que par l'intelligence de la rue. Il avait été le confident et l'ami le plus loyal du père de Chloé. Il décrocha le combiné avant même la deuxième sonnerie. Il prit sa voiture et traversa la région pour se rendre au domicile de Marie Martin. Une fois installé à la table de la cuisine rustique, il chaussa ses épaisses lunettes de lecture à monture d'écaille, disposa un bloc-notes juridique jaune à ses côtés,
et entama la lecture minutieuse du complexe contrat de mariage. Il griffonnait frénétiquement des annotations cryptiques dans les marges exiguës du document. Il tournait les pages avec une lenteur exaspérante, pesant le poids légal de chaque mot. Lorsqu'il acheva enfin son analyse chirurgicale, il retira lentement ses lunettes et les déposa sur le bois de la table. « Très bien », annonça-t-il avec une voix rocailleuse mais rassurante. « Voici la réalité brutale de la situation légale. » Le document avait été rédigé de A à Z par l'équipe juridique implacable de Nicolas Dubois. Une clause insidieuse était habilement enfouie au cœur d'une section rédigée dans un jargon juridique délibérément opaque et impénétrable. Cette clause stipulait expressément qu'en cas de dissolution du lien matrimonial initié par l'une ou l'autre des parties contractantes sans la présentation de preuves documentées et irréfutables d'une faute grave caractérisée, la garde physique de tout enfant mineur issu du mariage basculerait par défaut vers un arrangement de garde partagé strict, sous la supervision d'un médiateur nommé par le tribunal. L'équipe d'avocats de Dubois, dirigée par Nicolas Roussel, pourrait exploiter la moindre faille des procédures judiciaires standards pour retarder l'issue de ce processus de médiation de manière quasi indéfinie. Il a la capacité financière et procédurale de maintenir ce dossier enlisé dans les méandres des tribunaux pendant des années, asséna Nicolas Leroy avec une honnêteté brutale. Peut-être plus, et il dispose d'un trésor de guerre illimité pour financer cette guerre d'usure. Chloé sentit les murs de la cuisine se resserrer dangereusement autour d'elle. Mais, enchaîna Nicolas Leroy en levant un index noueux pour capter toute son attention, cet accord prénuptial a été entièrement rédigé et verrouillé par un cabinet d'avocats qui était, et est toujours, sous contrat de rétention permanente avec la propre société de votre mari. Cela constitue un conflit d'intérêts direct et flagrant. La validité même de cette clause punitive pourrait être déclarée caduque au regard de la jurisprudence récente relative aux droits de la famille français, ainsi qu'aux principes fondamentaux du droit des contrats français, qui sanctionne les déséquilibres manifestes créés par une asymétrie de représentation légale. Il marqua une pause calculée pour laisser l'information faire son chemin. Cependant, pour lancer une attaque frontale et faire invalider ce document, j'ai impérativement besoin de preuves documentées et irréfutables d'inconduite maritale. Des preuves solides, tangibles. Pas une simple photographie numérique envoyée par un numéro anonyme que n'importe quel avocat adverse pourrait qualifier de montage grossier. Il plongea son regard perçant dans celui de Chloé. « Chloé, écoutez-moi attentivement. Qui vous a envoyé cette photo compromettante? Et surtout, dans quel but précis cette personne voulait-elle que vous soyez en possession de cette information ?» Chloé n'allait pas tarder à obtenir une réponse détaillée à cette question cruciale. Quelques jours après l'intervention salvatrice de Nicolas Leroy, un homme grand, vêtu avec une sobriété élégante, portant un manteau bleu marine immaculé et le col de sa chemise ouvert sans cravate, frappa discrètement à la porte de la maison de Marie. Il possédait un visage impassible, le genre de trait qui ne trahissent aucune émotion au premier abord, mais qui révèle une profondeur intellectuelle redoutable si l'on prend le temps de l'observer attentivement. Il se présenta à Marie avec une politesse exquise et d'une voix calme, et demanda humblement s'il lui était possible de s'entretenir avec Chloé. Il déclina son identité, il s'appelait Nicolas Moreau. Chloé reconnut ce nom à la seconde même où il fut prononcé. Nicolas Moreau était l'autre nom prestigieux gravé sur la plaque de laiton ornant l'entrée des locaux grandioses de Dubois et Moreau associés à la Défense. Au cours de leurs 9 années de mariage, Nicolas Dubois n'avait daigné mentionner l'existence de cet associé qu'à 2 reprises exactement. La première fois, ce fut pour le qualifier de psychorigide, méticuleux jusqu'à l'obsession, rendant toute collaboration fastidieuse. La seconde fois, ce fut pour affirmer avec un mépris non dissimulé qu'il ne lui accordait pas la moindre once de confiance. Chloé avait toujours trouvé profondément paradoxal et dérangeant qu'un homme d'affaires aussi brillant que son mari choisisse de s'associer à parité avec un individu qu'il méprisait aussi ouvertement. Ce n'est qu'à cet instant précis, en voyant l'homme se tenir dans le couloir de sa mère, qu'elle comprit enfin la véritable signification des paroles de son mari. Nicolas Moreau était purement et simplement l'unique personne au sein de l'entreprise tentaculaire que Nicolas Dubois était totalement incapable de manipuler et de soumettre à sa volonté. Elle l'invita à entrer. Ils s'installèrent face à face à la table en bois de la cuisine. Marie préféra se retirer discrètement dans la pièce adjacente, tout en laissant la porte de communication ostensiblement grande ouverte. L'approche de Nicolas Moreau fut directe, mesurée et dénuée de toute fioriture. Il avoua d'emblée à Chloé que c'était bien lui l'expéditeur anonyme du message photographique. Il avait personnellement capturé cette image accablante dans l'atmosphère feutrée du bar du Ritz Paris, utilisant l'objectif de son propre téléphone portable depuis une table isolée située à l'autre bout de la pièce.
Tout cela s'était déroulé un soir où Nicolas Dubois était intimement persuadé que son associé se trouvait à l'autre bout de l'Europe pour assister à une banale conférence financière. Moreau expliqua d'une voix posée qu'il s'était lancé dans une investigation méticuleuse, documentant avec une précision chirurgicale les innombrables déviances du comportement de Dubois depuis des mois. Son mobile premier n'était pas l'indignation morale face à l'adultère flagrant de son associé, bien qu'il ait jugé ce détail d'une pertinence stratégique non négligeable. Ce qui le motivait réellement, c'était la découverte glaçante des autres opérations ténébreuses que Dubois orchestrait secrètement dans les entrailles même de leur propre société. D'un geste fluide, il fit glisser un épais dossier cartonné sur la surface de la table. À l'intérieur de cette pochette se trouvait une montagne accablante de documents imprimés, des échanges de mails confidentiels, des registres de transactions financières complexes, et des mémos internes truffés de sections entières surlignées aux marqueurs fluorescents. Nicolas Moreau guida Chloé à travers ce labyrinthe de preuves, détaillant chaque pièce du puzzle sans précipitation, s'assurant qu'elle comprenait la gravité de chaque document. Il lui démontra comment Nicolas Dubois avait ingénieusement mis sur pied et utilisé deux comptes de sociétés à responsabilité limitée de type LLC agissant comme des entités subsidiaires, des coquilles vides n'existant que sur le papier, dont l'unique fonction était de blanchir les fonds confiés par leurs clients à travers un réseau inextricable de transactions fantômes. Sur une période relativement courte, un volume dépassant allègrement l'équivalent de plusieurs millions d'euros avait transité par des canaux financiers opaques qui ne répondaient à aucune logique commerciale légitime ou légale. J'ai d'ores et déjà mandaté un conseil juridique indépendant spécialisé dans la grande criminalité en col blanc, déclara Nicolas Moreau d'un ton monocorde. Mon dossier est finalisé. Je suis dans les dispositions nécessaires pour déposer formellement une plainte détaillée auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Ainsi qu'une saisine directe des services du parquet national financier et du procureur de la République pour des faits d'une extrême gravité. Il la fixa droit dans les yeux, son regard ne sillant pas. Mais j'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'adresser à vous en priorité absolue. Car le plan destructeur que Nicolas Dubois a minutieusement échafaudé pour vous anéantir lors de la procédure de divorce est intimement lié au système de corruption qu'il a implanté au cœur de l'entreprise. Vous avez le droit inaliénable de connaître l'intégralité du tableau. Dans toute sa noirceur, avant qu'il ne parvienne à monopoliser le récit et à dicter les termes de votre destruction. Après le départ de Nicolas Moreau, Chloé resta assise, immobile comme une statue, le dossier grand ouvert étalé devant elle sur la table de la cuisine pendant un temps infini. Marie entra silencieusement dans la pièce et prit place sur la chaise opposée. Elle ne daigna pas jeter un seul regard vers la montagne de documents compromettants. Ses yeux restaient rivés, pleins d'une compassion silencieuse, sur le visage blême de sa fille. L'avocat Nicolas Leroy avait regagné son bureau situé à Pontoise, mais il avait pris le soin de laisser le numéro de sa ligne personnelle inscrit en gros caractères sur la première page du bloc-notes juridique jaune. Elle s'empara du téléphone et l'appela. Elle lui fit un compte-rendu exhaustif des révélations fracassantes de Nicolas Moreau, lisant avec une précision clinique les passages surlignés figurant dans les registres de transactions financières. Nicolas Leroy écouta son récit de bout en bout sans jamais l'interrompre. Lorsqu'elle eut achevé sa lecture, un lourd silence s'installa sur la ligne téléphonique. Très bien, finit-il par dire, le timbre de sa voix vibrant d'une excitation professionnelle contenue. La découverte de ce dossier change la dynamique de cette guerre de façon colossale. Si l'existence de ces fautes graves, de ces malversations financières massives opérées au sein même de l'entreprise, venait à être étayée par des autorités officielles, cela pulvériserait instantanément les barrières de protection illusoires que Nicolas Dubois avait érigées autour du fameux contrat de mariage grâce au blindage du conflit d'intérêts. S'il était démontré, preuve à l'appui, que les avocats du cabinet de Nicolas Roussel qui avaient rédigé cet accord prénuptial opéraient sous le couvert d'un arrangement fondamentalement corrompu, et que les fonds du ménage étaient directement impactés par la fraude, c'est l'intégralité du contrat qui devenait juridiquement attaquable et susceptible d'être purement et simplement annulée. Quant à la question cruciale de la preuve d'une faute grave maritale exigée par la clause, elle se trouvait désormais résolue avec une clarté aveuglante par les photographies authentifiées de Nicolas Moreau, corroborées par les registres d'enregistrement du prestigieux hôtel parisien qu'il avait réussi à se procurer par le biais d'une requête formelle de divulgation de documents. La stratégie globale était métamorphosée. Nicolas Leroy lui exposa alors avec une clarté didactique les deux voies stratégiques qui s'ouvraient désormais devant elle.
La première option consistait à engager une coopération totale et transparente avec l'équipe juridique de Nicolas Moreau ainsi qu'avec les instances de régulation financière, de laisser l'enquête officielle suivre son cours tentaculaire, et de déposer la requête en divorce en s'appuyant sur les conclusions accablantes documentant l'adultère et la fraude financière massive. C'était une voie longue, ardue, impliquant une exposition publique douloureuse, mais d'une efficacité destructrice totale. La seconde option, plus agressive, consistait à déposer la requête en divorce de manière unilatérale et foudroyante, en utilisant directement l'arsenal de preuves fournies par Nicolas Moreau comme fondement incontestable d'une faute maritale grave, et de laisser la procédure d'annulation du contrat prénuptial se dérouler en parallèle devant les instances juridiques du droit de la famille français, au tribunal de grande instance de Paris. Cette méthode était plus expéditive, comportait davantage de risques procéduraux, mais elle offrait l'avantage inestimable de placer Chloé aux commandes du calendrier, arrachant ainsi l'initiative des mains de Nicolas Dubois. Chloé se leva lentement de sa chaise et s'approcha de la fenêtre embuée. À l'extérieur, dans le jardin enneigé de la maison, Lucas s'affairait avec la vieille pelle à neige de Marie, s'efforçant de bâtir une structure complexe avec la poudreuse restante. Il se parlait à voix basse, commentant ses propres gestes avec cette concentration absolue qu'il dédiait toujours au projet qu'il jugeait d'une importance capitale. Elle le contempla ainsi, en silence, son cœur se serrant d'amour. Son fils adoré, occupé à créer quelque chose de magnifique à partir de rien, totalement absorbé par l'architecture éphémère de sa construction de glace. Les paroles qu'il avait prononcées lors de leur marche exténuante dans le blizzard lui revinrent en mémoire, cette réflexion si pure sur les ponts, sur le besoin vital de relier des entités qui étaient incapables de s'atteindre par leurs propres moyens. Elle pivota doucement sur elle-même pour tourner le dos à la vitre glacée. « Nicolas », annonça-t-elle dans le combiné avec une fermeté nouvelle, « je souhaite choisir une troisième voie. » C'est alors qu'elle prit la décision de lui révéler ce qu'elle construisait dans le plus grand secret, dans l'ombre de son propre foyer, depuis plus d'une année, et pourquoi cette réalité enfouie avait soudainement plus d'importance que quiconque aurait pu l'imaginer. Les prémices de cette rébellion silencieuse remontaient à de nombreux mois en arrière, lorsque Chloé avait pris l'initiative d'ouvrir un compte de messagerie électronique totalement distinct de ceux qu'elle utilisait habituellement. Elle avait accompli cet acte fondateur un après-midi de semaine banale, pendant que Lucas était sur les bancs de l'école et que Nicolas Dubois évoluait dans les hautes sphères de la capitale. Assise à la table de la cuisine, utilisant son ordinateur portable personnel et non la machine familiale que Nicolas s'appropriait parfois, elle avait méticuleusement conçu un profil professionnel complet sous le pseudonyme intrigant de N. Duval. Duval étant le nom de jeune fille de sa propre grand-mère maternelle. L'esthétique de ce profil était délibérément épurée, élégante, minimaliste. Il comprenait un portfolio numérique mettant en valeur ses concepts architecturaux les plus audacieux, accompagné d'un simple formulaire de contact crypté. Elle avait passé des semaines à télécharger clandestinement les dessins intimes de ses archives personnelles avant de voir apparaître la toute première demande de collaboration. Cette sollicitation providentielle émanait d'un petit studio d'architecture avant-gardiste baptisé Atelier Méridien, dont les locaux étaient nichés dans un loft industriel reconverti du quartier du Sentier, au cœur de Paris. Ce collectif d'esprits créatifs recherchait désespérément un consultant en design visionnaire pour un projet communautaire bénévole, la conception d'une salle de lecture apaisante destinée à un centre d'hébergement pour familles en détresse situé dans une banlieue défavorisée de Paris. L'enveloppe budgétaire allouée à cette initiative était microscopique. Les délais imposés étaient d'une brutalité absurde. Ils avaient un besoin urgent de s'attacher les services d'un talent possédant une véritable formation académique en architecture d'intérieur, capable de produire des merveilles en travaillant à distance et dans la plus grande discrétion. Chloé n'avait même pas pris le temps d'achever la lecture intégrale de leur email avant de rédiger une acceptation enthousiaste. Le succès inespéré de ce premier chantier en avait naturellement appelé un second, beaucoup plus ambitieux, puis un troisième. Au fil des mois, les fondateurs de l'atelier Méridien avaient développé une confiance absolue et inébranlable envers l'entité mystérieuse répondant au nom de N. Duval. Ils étaient subjugués par sa perception innée de l'espace, par son instinct quasi surnaturel lui dictant quelle atmosphère une pièce devait dégager bien avant que son apparence esthétique finale ne soit définie sur le papier.
L'équipe du studio parisien avait rapidement commencé à l'inclure dans les boucles de communication des projets d'envergure, facilitant des mises en relation prestigieuses avec d'autres cabinets d'architecture renommés. Récemment, ils avaient franchi une étape décisive en demandant formellement par écrit si N. Duval éprouverait le moindre intérêt à endosser le rôle d'associée fondatrice au sein d'un nouveau studio satellite qu'ils prévoyaient d'inaugurer au début de l'année suivante. Abasourdie par l'ampleur de la proposition, elle n'y avait pas encore répondu. Elle raconta l'intégralité de cette double vie professionnelle à son avocat. Elle répéta la même histoire fascinante à Nicolas Moreau lors d'une conférence téléphonique hautement sécurisée orchestrée par Nicolas Leroy le jour suivant. Elle leur transféra les fils de discussion de la messagerie cryptée. Elle leur dévoila le fameux portfolio caché, leur fit lire les retours dithyrambiques des clients exigeants, et mit sous leurs yeux ébahis l'offre d'association officielle de l'atelier Méridien qui attendait toujours une réponse dans la boîte de réception de N. Duval. Nicolas Moreau garda le silence pendant un très long moment après qu'elle eut fini de dérouler le fil de sa résurrection secrète. Nicolas Dubois ignore l'existence de tout ceci, finit-il par dire d'un ton plat, ce qui, dans sa bouche, n'était absolument pas une question mais l'énoncé d'un fait stupéfiant. Personne au monde n'était au courant, confirma Chloé avec une pointe de fierté dans la voix. Pas même ma propre mère. Nicolas Leroy s'éclaircit la voix, le bruit résonnant dans le combiné avec une gravité solennelle. La portée juridique de cette révélation est d'une importance capitale, car elle permet d'établir de façon irréfutable l'existence d'une identité financière et d'une stature professionnelle totalement indépendante. Antérieure à l'ouverture de la procédure de divorce. Cet élément nouveau métamorphose intégralement l'approche globale des débats relatifs à la répartition du patrimoine et balaie les arguments de dépendance financière. Nicolas Moreau se pencha en avant, son souffle effleurant le micro du téléphone. Ce qui signifie également, articula-t-il avec une lenteur chargée de respect, que durant tous ces mois, dans l'ombre la plus totale, vous avez patiemment érigé de vos propres mains une forteresse, une vie entière sur laquelle Nicolas Dubois n'a absolument aucune prise. Et il n'en a pas la moindre idée. Le rendez-vous décisif avec les dirigeants de l'atelier Méridien fut programmé. Chloé prit le train depuis Pontoise en direction de la gare du Nord. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas entrepris le voyage vers la capitale en solitaire. Assise près de la vitre du wagon filant à toute allure, elle regarda les paysages de la banlieue s'effacer pour laisser place à la pénombre réconfortante des tunnels souterrains annonçant l'arrivée en gare du Nord, et à cet instant précis. Elle fut submergée par une émotion qu'elle n'avait plus ressentie depuis une éternité. La lucidité vibrante, l'acuité sensorielle spécifique d'une femme qui se dirige vers une destination qu'elle a elle-même choisie, selon ses propres règles. Elle s'était levée à l'aube. Elle avait fouillé dans ses affaires pour exhumer le blazer gris aux coupes parfaites et le pantalon noir ajusté qu'elle avait l'habitude de porter lors de ses rencontres avec ses clients prestigieux, à l'époque où elle exerçait encore son art au grand jour. Les deux vêtements lui allaient toujours à merveille, impeccablement repassés par ses soins dans la petite chambre d'amis de la maison de Marie, l'endroit où elle avait provisoirement entassé les maigres vestiges de son ancienne vie. Elle avait pris le temps de coiffer ses cheveux avec soin, les laissant retomber librement sur ses épaules avec l'élégance naturelle qui la caractérisait autrefois. Abandonnant enfin le chignon sévère et tiré qu'elle s'imposait depuis des années pour correspondre à l'image lisse de l'épouse parfaite. Sous son bras, elle tenait fermement son luxueux porte-documents en cuir véritable, un objet patiné par le temps, dont les coins légèrement usés portaient le sceau discret de son véritable nom, embossé en petites lettres dorées. Le loft qui abritait l'atelier Méridien était situé dans le quartier trépidant du Sentier. Il s'agissait d'un vaste espace décloisonné, baigné de lumière naturelle, doté de murs en briques apparentes respirant l'authenticité brute. 4 personnes à l'allure dynamique, la trentaine épanouie, y travaillaient avec passion. Lorsqu'elle franchit la porte d'entrée, ils levèrent tous les yeux de leur plan et se levèrent comme un seul homme pour l'accueillir chaleureusement, avec l'enthousiasme non dissimulé de collègues qui attendaient cette rencontre avec une impatience dévorante. Ils ignoraient totalement qu'elle était l'épouse effacée de l'imposant Nicolas Dubois. Ils ne connaissaient que l'entité créatrice N. Duval. Lorsqu'elle posa délicatement son lourd portfolio sur la table massive en chaîne centrale et prit la parole pour se présenter, elle dit simplement « Bonjour, je suis Chloé. Chloé Martin. » Personne ne sourcilla face à cette révélation d'identité.
Dans ce sanctuaire de la création, c'était l'œuvre qui primait avant tout le reste. Et son œuvre avait déjà imposé le respect. La réunion de travail s'étira sur de longues heures. Elle déploya devant eux les esquisses magistrales de la salle de lecture du centre d'hébergement, les plans d'exécution complexes de ses autres projets collaboratifs à distance, ainsi que 2 joyaux architecturaux exhumés de ses propres archives personnelles. Ces dernières pièces étaient des travaux conceptuels révolutionnaires qu'elle avait réalisés 10 ans plus tôt, des chefs-d'œuvre restés cachés aux yeux du monde depuis la remise de son diplôme à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. L'une des associées fondatrices du studio, une femme au regard vif nommée Chloé Petit, posa sa tasse de café sur la table au beau milieu de la présentation et murmura avec une admiration palpable : « Vous avez produit une architecture d'une telle envergure, entièrement seule, pendant tout ce temps. » « Absolument », confirma Chloé d'une voix sereine, sans une once d'arrogance. Nicolas Moreau fit son apparition à la toute fin de cette réunion charnière. Il s'était déplacé à la demande expresse de Nicolas Leroy, son rôle consistant à agir en qualité de témoin indépendant et assermenté de cette consultation professionnelle cruciale. Il s'installa discrètement au fond de la vaste pièce lumineuse. Il n'intervint pas une seule fois dans les échanges passionnés, mais lorsque Chloé acheva son plaidoyer architectural, il fut la toute première personne de l'assemblée à se lever. Et l'expression qui illuminait ses traits à cet instant précis dépassait de très loin le cadre figé de la simple courtoisie professionnelle. C'était un sentiment beaucoup plus profond, une admiration intime et foudroyante, une étincelle de révélation que Chloé capta au vol, mais qu'elle décida consciemment de reléguer dans un coin de son esprit pour l'analyser plus tard. L'avocat Nicolas Leroy lança l'offensive judiciaire un vendredi. La requête officielle en dissolution du mariage, un document d'une brutalité juridique inouïe, articulait les griefs avec une précision mortelle. Elle invoquait en premier lieu l'adultère caractérisé, s'appuyant sur les photographies irréfutables fournies par Nicolas Moreau, les registres informatiques incontestables de l'hôtel Le Ritz Paris obtenus par le biais d'une procédure légale de communication de pièces, ainsi qu'une déclaration sous serment rédigée par un membre du personnel de l'établissement qui certifiait les détails de la réservation de la suite luxueuse. En second lieu, et c'était là le coup de grâce, la requête dénonçait les fautes graves de nature financière affectant directement le patrimoine du ménage. Étayées de manière accablante par les montagnes de registres de transactions illicites que Nicolas Moreau avait compilés et formellement remises au cabinet de Nicolas Leroy. Simultanément à cette attaque frontale, Nicolas Leroy déposa une motion d'urgence visant à faire annuler dans sa totalité l'accord prénuptial, invoquant un vice de consentement fondamental et un conflit d'intérêts avéré dans sa rédaction initiale. Le document démontrait de façon éclatante que le cabinet d'avocats mandaté par Nicolas Dubois pour rédiger cet accord, dirigé par le redoutable Nicolas Roussel, était lié par un contrat de conseil juridique permanent et lucratif avec la société Dubois et Moreau associés tout au long de la période de négociation du contrat de mariage. Cette collusion patente créait une asymétrie de représentation flagrante, un conflit d'intérêts direct et indéniable qui rendait l'accord purement et simplement caduc et attaquable en nullité en vertu des principes stricts régissant le droit des contrats français. L'avocat de Nicolas Dubois, Nicolas Roussel, tenta de joindre Nicolas Leroy dans l'heure qui suivit la réception de cette bombe juridique. Lors du compte-rendu téléphonique qu'il fit à Chloé le soir même, Nicolas Leroy qualifia cette conversation de singulièrement brève. Roussel s'était montré, selon les propres termes amusés de Leroy, d'une fébrilité et d'un manque de confiance totalement inhabituels. Les raisons profondes de cette soudaine panique dans le camp adverse devinrent lumineuses très rapidement. Les services du parquet national financier avaient officiellement ouvert une information judiciaire et déclenché une enquête d'envergure visant la société Dubois et Moreau associés, suite au dépôt de plaintes circonstanciées effectuées par Nicolas Moreau auprès des autorités de régulation. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, avait émis des injonctions strictes de conservation de documents à l'encontre de la firme parisienne. Les comptes des 2 sociétés LLC de façade que Nicolas Dubois utilisait pour orchestrer ses transactions financières fantômes avaient été signalés et bloqués par le propre département de conformité interne de l'entreprise. Un audit dévastateur que Dubois avait désespérément tenté de retarder et d'étouffer à de multiples reprises en multipliant les manœuvres procédurales dilatoires. Chloé Leroy,
la jeune maîtresse et avocate ambitieuse, comprenant que le navire sombrait irrémédiablement, avait retenu les services de son propre avocat pénaliste indépendant au petit matin. Chloé Martin en fut informée par Nicolas Leroy, qui tenait l'information de première main de l'équipe juridique de Nicolas Moreau. L'avocat de la jeune femme avait contacté le PNF et le procureur de la République avec une vélocité impressionnante. Elle avait choisi la voie de la coopération totale avec la justice pour sauver sa propre peau. Elle avait livré sans la moindre hésitation l'intégralité des courriels compromettants, les agendas partagés, et fourni un témoignage exhaustif détaillant le mécanisme sophistiqué par lequel les comptes frauduleux étaient manipulés, allant jusqu'à remettre aux enquêteurs des communications compromettantes qu'elle avait elle-même rédigées sous la dictée directe de Nicolas Dubois. Nicolas Leroy recommanda fermement à Chloé de conserver un calme olympien et de laisser la grande machinerie de la justice pénale et civile écraser son adversaire. Il est acculé, il n'a plus la moindre marge de manœuvre ni la moindre piste d'atterrissage de secours, analysa Nicolas Leroy avec une satisfaction non dissimulée. La toile se resserre inexorablement autour de lui. Assise à la table de la cuisine de la maison normande, Chloé laissa son esprit dériver vers le souvenir du visage arrogant de Nicolas Dubois, ce matin maudit où il se tenait dans l'encadrement de la porte de sa mère, lui assénant avec un mépris souverain qu'il utiliserait sa fortune pour faire traîner la procédure de garde de son fils pendant des années de guerre psychologique. Elle se demanda avec une certaine ironie s'il méditait sur l'arrogance de ses menaces en cet instant précis. Le conseil d'administration extraordinaire de la société Dubois et Moreau Associés fut convoqué en urgence. Cette réunion de crise avait été exigée par les membres indépendants du conseil, un droit statutaire inaliénable gravé dans les statuts de la société, activé de plein droit en cas d'enquête officielle ouverte par une autorité de régulation des marchés financiers. Nicolas Dubois avait tenté par tous les moyens, mobilisant l'ensemble de son réseau d'influence, de repousser l'échéance de cette convocation. Ses demandes répétées avaient été sèchement rejetées. Il fit son entrée dans la majestueuse salle de conférence du siège social de la Défense, un lieu conçu pour intimider avec ses immenses baies vitrées surplombant Paris. Il arborait son costume sur mesure le plus cher, coupé avec une précision diabolique. Il était flanqué de son avocat pénaliste personnel et tenait entre ses mains une déclaration préparée qu'il comptait lire avec aplomb. Dans son esprit mégalomane, il restait persuadé qu'il allait reprendre le contrôle absolu du récit. Il avait, après tout, dompté et manipulé des auditoires infiniment plus hostiles que celui-ci tout au long de sa brillante carrière. Il prit place à la table en bois précieux. Il balaya l'assistance de son regard le plus condescendant. Nicolas Moreau était assis à l'extrémité opposée de la longue table ovale, impassible, semblable à un sphinx. À la droite de Moreau siégeait une femme que Nicolas Dubois ne parvint pas à identifier immédiatement. Puis, l'évidence glaciale s'imposa à lui. Il s'agissait d'une magistrate redoutable, une envoyée spéciale du parquet national financier. À ses côtés se tenait un inspecteur principal mandaté par l'autorité des marchés financiers. L'avocat de Nicolas Dubois se pencha imperceptiblement vers lui et lui chuchota une mise en garde urgente à l'oreille. Dubois resta de marbre, incapable de formuler la moindre réponse. La séance solennelle fut ouverte. La présidente indépendante du conseil, une femme d'une soixantaine d'années nommée Marie Dupont, qui siégeait au conseil d'administration de multinationales et n'avait strictement aucune tolérance pour les mélodrames corporatistes, prit la parole. Elle donna lecture d'un résumé clinique et accablant des conclusions préliminaires de l'enquête réglementaire, sa voix résonnant avec une précision chirurgicale et métallique, les montages frauduleux impliquant les sociétés LLC Écran, le détournement massif des fonds des clients, les infractions graves aux obligations légales de conservation des documents comptables, ainsi que la dissimulation volontaire de l'audit de conformité interne que Nicolas Dubois avait violemment tenté de censurer. Lorsqu'elle eut terminé sa lecture implacable, elle posa délicatement le lourd document sur la table. À compter de cet instant précis et avec effet immédiat, déclara-t-elle sans l'ombre d'une émotion, vous êtes formellement suspendu de l'intégralité de vos fonctions opérationnelles, exécutives et fiduciaires au sein de la société Dubois et Moreau Associés. Dans l'attente des conclusions définitives de l'enquête pénale et réglementaire en cours. Vos droits d'accès physique et informatique à ce bâtiment seront intégralement révoqués à la minute même où cette séance sera levée. Nicolas Dubois ouvrit la bouche,
prêt à libérer un torrent de justifications arrogantes. Vous avez l'autorisation de nous soumettre vos éventuelles communications écrites exclusivement par l'intermédiaire de votre conseil juridique, le coupa net Marie Dupont d'un ton glacial qui n'admettait aucune réplique. La présente séance est officiellement levée. Les membres du conseil d'administration évacuèrent la vaste salle de conférence avec une précipitation qui trahissait leur malaise, fuyant la disgrâce comme la peste. Nicolas Moreau, quant à lui, demeura profondément enfoncé dans son fauteuil en cuir. Les deux anciens partenaires se retrouvèrent un bref instant seuls, isolés dans le silence pesant de cette pièce gigantesque qui avait abrité tant de leurs triomphes passés. Nicolas Dubois le fixa avec une haine pure et incandescente depuis l'autre bout de l'imposante table. C'est toi l'architecte de cette destruction, cracha-t-il, sa voix miraculeusement maintenue à un niveau presque stable, malgré la rage qui le consumait de l'intérieur. Nicolas Moreau soutint ce regard empoisonné sans ciller, sans dévier d'un millimètre. C'est toi l'unique responsable de tes actes, Nicolas. Moi, je n'ai fait que tenir rigoureusement les registres comptables. Il se leva avec une lenteur calculée, ramassa son luxueux dossier en cuir et se dirigea d'un pas mesuré vers la lourde porte vitrée. Il marqua un court arrêt, la main posée sur la poignée froide, et jeta un tout dernier regard en arrière. Il ne le fit pas dans le but sadique d'ajouter une insulte finale à la chute vertigineuse de son ancien associé. Il le fit parce que l'écran de son propre téléphone portable venait de s'illuminer silencieusement. Il venait de recevoir un message crypté envoyé par l'avocat Nicolas Leroy. Ce message ne comportait que de simples mots lourds de sens, le divorce est prononcé. Chloé Leroy, la jeune avocate dont les ambitions avaient été foudroyées, vida précipitamment son appartement du Marais. La sous-location de ce luxueux logement parisien avait été un choix stratégique d'une grande commodité, la plaçant à proximité immédiate de la ligne de métro menant au bureau de la Défense, et donc à proximité géographique de Nicolas Dubois. Elle avait imprudemment signé un bail contraignant pour une durée d'1 an. Elle n'en était qu'au 3e mois d'occupation lorsque l'intégralité de son monde illusoire s'était désintégrée en plein vol. Sa colocataire, une assistante juridique travaillant dans un autre cabinet prestigieux de la capitale, avait déjà été informée en détail du scandale monumental grâce au réseau de rumeurs redoutablement efficaces et implacables qui animait les cercles très fermés de la communauté juridique parisienne. L'atmosphère confinée au sein de l'appartement du Marais était rapidement devenue toxique, insupportable, saturée de jugements silencieux et de regards fuyants. Dans un geste de désespoir, elle dénicha un modeste studio dans le quartier plus populaire de Belleville et déménagea ses effets personnels en l'espace de 48 heures, fuyant les lieux sans prévenir aucune de ses connaissances. Son contrat de travail au sein de Dubois et Moreau Associés avait été résilié pour faute grave le jour même où la suspension de Nicolas Dubois avait été rendue publique. Le directeur des ressources humaines de la firme l'avait froidement contacté en milieu de journée pour lui notifier de manière protocolaire que ses accès aux serveurs et aux locaux étaient définitivement coupés, et que ses effets personnels, misérablement entassés dans un carton par le service de sécurité, l'attendaient au comptoir d'accueil du gratte-ciel. Réfugiée dans la cabine de l'ascenseur exigu de son nouvel immeuble décrépit de Belleville, elle avait écouté le message vocal glaçant de son avocate pénaliste à de multiples reprises. Son conseil avait réussi un tour de force en négociant un accord de clémence en échange de sa coopération active avec les magistrats du parquet national financier. Elle échapperait aux foudres d'une inculpation criminelle, à l'unique et stricte condition que ses déclarations et témoignages à charge demeurent d'une cohérence et d'une exhaustivité absolue face aux enquêteurs. On lui avait assuré avec une certitude professionnelle qu'il s'agissait là d'une issue extraordinairement inespérée. Elle supposait, le cœur lourd de regrets, que c'était effectivement le cas. Rongée par une culpabilité tardive, elle tenta de rédiger un message de contrition à l'attention de Chloé Martin à 3 reprises. La première mouture était interminable, un véritable plaidoyer noyé sous un déluge d'explications alambiquées, de justifications pathétiques, fournissant un contexte démesuré sur la genèse de sa relation adultère et sur les mensonges rassurants qu'elle s'était évertuée à croire tout au long de cette spirale destructrice. Elle relut cette litanie indigeste, lucide sur la lâcheté de son contenu, l'effaça intégralement. La seconde tentative fut nettement plus lapidaire, voulut plus directe et courageuse. Elle relut ces quelques lignes, insatisfaite de leur superficialité, les supprima à leur tour.
La troisième et dernière version ne contenait qu'une poignée de mots désolés. Je sais pertinemment qu'une simple excuse ne suffira jamais à réparer l'étendue du désastre que j'ai provoqué. Je suis profondément désolée. Et je le pense du plus profond de mon âme. Elle prit une grande inspiration et appuya sur le bouton d'envoi. Chloé Martin lut ce message tragique. Nicolas Leroy l'avait dûment briefé et lui avait formellement signifié qu'elle n'avait absolument aucune obligation, ni légale ni morale, de répondre aux sollicitations de l'ancienne maîtresse de son mari. Il lui avait expliqué, avec sa prudence habituelle, que la moindre réponse de sa part, même rédigée avec la plus grande des précautions, pourrait être déformée, sortie de son contexte et exploitée par la défense dans le cadre tentaculaire des procédures judiciaires toujours actives. Chloé laissa ce message reposer dans sa boîte de réception pendant plusieurs jours, l'observant comme un vestige d'une époque révolue. Puis, d'un simple mouvement de doigt, elle l'effaça définitivement de sa réalité. Ce geste radical n'était nullement dicté par une rancœur tenace, un désir de vengeance mesquin ou une amertume dévorante. Elle avait pris le temps de sonder les profondeurs de sa propre âme sur ce point précis avec une honnêteté sans faille. Elle l'avait effacé tout simplement parce qu'il n'y avait plus rien, absolument plus rien en elle qui ressentait le besoin vital de formuler une réplique. Elle avait cessé de se surcharger du poids écrasant des fardeaux émotionnels qui ne lui appartenaient pas. La femme effacée et vulnérable qu'elle était quelques années auparavant aurait sans l'ombre d'un doute rédigé une réponse poignante, déchirante, mais cette femme-là n'existait plus. Cette femme avait affronté la violence de la tempête de neige lors de ce funeste réveillon de Noël. Elle avait marché droit devant elle dans le froid mordant, refusant de s'arrêter, et ce faisant, elle s'était métamorphosée de l'intérieur, devenant une entité entièrement nouvelle. Forgée par l'adversité, lorsqu'elle avait enfin atteint l'autre rive de sa propre existence. Pendant tout ce temps, Lucas avait commencé à dessiner avec une application fébrile les plans détaillés du nouvel appartement idéal bien avant même qu'il n'en ait commencé la recherche active. Il s'adonnait à cette activité créative depuis de longues semaines, traçant inlassablement de petites esquisses méticuleuses au dos des listes de courses que Marie laissait traîner sur la table de la cuisine, ou dans les marges intérieures des ouvrages qu'il empruntait assidûment à la bibliothèque municipale de Rouen. Ces plans gravitaient toujours autour d'un schéma central et récurrent, un vaste rectangle représentant la pièce principale, doté de 2 immenses fenêtres pour laisser entrer la lumière, une grande table placée stratégiquement dans l'axe du soleil, et un grand mur entièrement dégagé pour y exposer sa collection sans cesse grandissante de cartes géographiques. Il présentait fièrement chaque nouvelle itération de ses plans à sa mère, adoptant le ton neutre, factuel et professionnel d'un maître d'œuvre chevronné soumettant des esquisses préliminaires à l'approbation d'un client exigeant. Celui-ci comporte un espace spécialement aménagé pour toutes tes affaires de dessin, lui annonça-t-il avec fierté un soir, pointant du bout de son petit doigt taché d'encre un coin précis du plan qu'il avait soigneusement étiqueté avec un majestueux C majuscule, pour Chloé. Elle le contempla avec une tendresse infinie, l'émotion nouant sa gorge. « Depuis quand as-tu décrété que ce détail avait une telle importance, mon chéri ?» Il haussa ses petites épaules avec cette innocence désarmante si caractéristique des enfants de 7 ans lorsqu'ils énoncent une vérité qui leur semble être d'une évidence absolue. « Tu avais toujours l'air tellement triste à l'époque où tu ne pouvais plus dessiner, » déclara-t-il avec la sagesse d'un vieil homme. « Je n'ai absolument pas envie que tu sois triste dans notre nouveau chez nous. » Marie, qui s'affairait silencieusement devant la cuisinière à gaz en feignant d'être totalement absorbée par la préparation du repas, pivota très légèrement sur ses talons, le visage détourné, et pinça fortement ses lèvres pour endiguer le flot d'émotions menaçant de la submerger. L'appartement providentiel croisa leur chemin très rapidement, comme si le destin lui-même l'avait placé sur leur route. C'était un sublime appartement comprenant 2 chambres spacieuses, perché au 3e étage d'un immeuble classique en pierre de taille situé dans le quartier parisien très prisé des Batignolles. Les lieux étaient magnifiés par de très hautes et larges fenêtres exposées plein sud, inondant les pièces de lumière naturelle, des plafonds ornés de moulures authentiques d'époque, et une immense cuisine dînatoire suffisamment vaste pour accueillir une véritable et grande table conviviale. L'endroit ne se trouvait qu'à une petite marche agréable des nouveaux locaux flambant neufs de l'atelier Méridien, situé dans l'effervescence de la rue des Martyrs, là où Chloé avait apposé sa signature en bas du prestigieux contrat scellant son statut d'associée fondatrice quelques jours auparavant. Le jour du grand déménagement,
Nicolas Moreau fit une apparition inattendue dans le quartier des Batignolles. Personne ne lui avait demandé de venir prêter main forte. Il débarqua simplement en tenant dans ses mains 2 immenses gobelets de café noir brûlant qu'il venait d'acheter à la brasserie animée du coin de la rue. Il savait, par un mystère qu'elle n'avait pas cherché à élucider, qu'elle buvait toujours son café noir, sans sucre ni artifice. Il passa de longues heures éreintantes à transporter des cartons d'une lourdeur accablante, montant les 3 étages sans ascenseur de l'immeuble haussmannien sans jamais émettre la moindre plainte, sans chercher à se mettre en avant ou à théâtraliser son effort. Lucas dirigea avec un sérieux papal et une autorité indiscutable l'installation stratégique de son précieux mur de cartes géographiques dans sa nouvelle chambre. Nicolas Moreau obéit scrupuleusement aux instructions pointilleuses du petit garçon, déplaçant et ajustant les affiches au millimètre près, sans jamais discuter ses directives. Plus tard dans la soirée, une fois Lucas tendrement bordé dans son lit et endormi du sommeil du juste, Chloé et Nicolas Moreau s'affalèrent d'épuisement à même le parquet en point de Hongrie du grand salon encore à moitié encombré de cartons de déménagement. Ils burent en silence les dernières gouttes de leur café désormais glacé, savourant la quiétude des lieux. « Merci du fond du cœur », murmura-t-elle avec une gratitude infinie. « Pour ton aide d'aujourd'hui, et pour tout le reste. Pour m'avoir sauvé la vie. » Nicolas Moreau tourna son visage vers elle et la contempla en silence pendant une éternité. « Je ne me suis pas déplacé jusqu'ici parce que j'estimais avoir une quelconque dette morale envers vous, déclara-t-il avec une douceur vibrante qui tranchait radicalement avec son habituelle froideur d'homme d'affaires. Je suis venu tout simplement parce que c'était mon désir le plus profond d'être ici. Chloé ancra son regard dans le sien, d'une stabilité absolue. Son esprit vagabonda vers les innombrables esquisses d'appartements que Lucas avait dessinés avec tant d'amour. Elle repensa à la façon touchante dont il plaçait inlassablement cette petite table imaginaire près de la grande fenêtre orientée au sud, dessinant systématiquement 3 chaises autour de cette table. Jamais 4 chaises. Et cette table était toujours orientée vers la lumière éclatante du soleil. Le jugement officiel du divorce fut définitivement entériné et scellé par les tribunaux. Chloé resta assise dans l'habitacle de la berline de Nicolas Leroy, stationné sur le parvis austère du tribunal de grande instance de Paris, et elle parcourut l'ordonnance judiciaire finale avec une concentration absolue. Tandis que le vieil avocat patientait dans un silence respectueux à ses côtés. Le jugement lui accordait la garde physique exclusive et totale de Lucas. Les droits de visite octroyés à Nicolas Dubois étaient drastiquement limités, strictement encadrés sous la surveillance permanente d'un tiers mandaté par la justice, et cette restriction était expressément subordonnée à l'évolution, au rebondissement et à l'issue inévitable de l'enquête criminelle majeure toujours en cours. L'unique contrat de mariage prénuptial, l'arme absolue de Dubois, avait été purement et simplement annulé dans son intégralité, balayé par la jurisprudence comme un château de cartes. Le patrimoine conjugal résiduel, ce qu'il en restait après le gel massif et brutal opéré par les autorités de régulation financière sur l'ensemble des avoirs personnels et professionnels de Nicolas Dubois, avait été méticuleusement partagé en vertu des dispositions sévères du droit français de la répartition équitable des biens. Ce partage juridique prenait lourdement en considération et pénalisait les fautes de gestion frauduleuse avérées qui avaient amputé la masse patrimoniale commune, faisant ainsi pencher la balance financière de manière très favorable du côté de Chloé. Ce n'était pas une somme astronomique. Les actifs liquides et disponibles de son ex-mari avaient été pulvérisés par la virulence des investigations pénales du parquet national financier, mais le montant final alloué était amplement suffisant. Conjugué aux revenus confortables garantis par son contrat d'association flambant neuf à l'atelier Méridien, ainsi qu'à la solide trésorerie qu'elle avait su accumuler avec une discrétion exemplaire sous l'identité secrète de N. Duval. C'était un capital amplement suffisant pour poser les fondations sereines de sa nouvelle existence. Nicolas Dubois fut officiellement mis en examen pour de multiples chefs d'inculpation accablants, englobant 4 chefs distincts d'escroquerie aggravée en bande organisée, des manipulations illicites des marchés financiers, et de multiples chefs de fraude électronique. Et ce très rapidement après le prononcé du divorce. Son prestigieux avocat pénaliste tenta de sauver les apparences en diffusant un communiqué de presse lapidaire affirmant que son client, clamant son innocence avec véhémence, avait la ferme intention de se battre corps et âme contre ces accusations infondées devant les tribunaux de la République. Entre-temps,
le majestueux siège social parisien niché dans les tours de verre de la Défense avait été radicalement rebaptisé. Nicolas Moreau avait agi avec une célérité impitoyable et chirurgicale dès l'instant où la suspension provisoire de Nicolas Dubois avait été transformée en une révocation définitive et absolue par le conseil d'administration. Le nom de Dubois, autrefois symbole de pouvoir et de crainte, avait été effacé de la gigantesque plaque de laiton ornant l'entrée principale avec une rapidité déconcertante, effaçant ainsi son héritage du monde des affaires. Chloé découvrit la nouvelle retentissante de la mise en examen de son ex-mari en lisant un article sur l'écran de son téléphone portable, alors qu'elle savourait une pause déjeuner bien méritée dans la cuisine lumineuse du studio de l'atelier Méridien. Elle déposa lentement l'appareil sur la surface immaculée de son grand bureau de dessin, face contre table. Elle s'était longuement préparée psychologiquement à être submergée par une vague d'émotions puissantes, un séisme intérieur. Pourtant, le seul sentiment qui s'empara d'elle fut celui d'une quiétude absolue, un calme plat et profond. C'était le silence apaisant, la tranquillité si spécifique qui accompagne inévitablement la réalité des choses lorsqu'elles apparaissent enfin telles qu'elles sont, dépouillées de tout artifice, libérées de l'épuisant et constant effort de faire semblant de croire à une illusion. Elle n'éprouvait aucune satisfaction malsaine ni aucune joie vengeresse face à l'anéantissement spectaculaire de Nicolas Dubois, à la pulvérisation de son empire et de sa vanité. Elle ne ressentait plus qu'un immense soulagement, la sensation légère et libératrice de ne plus être contiguë à ce gouffre de noirceur. L'avocat Nicolas Leroy prit la peine de l'appeler sur sa ligne directe au cours de l'après-midi. « Comment allez-vous, très cher ?» lui demanda-t-il avec cette affection paternelle qu'elle chérissait tant. Elle prit quelques secondes pour sonder son cœur et formuler une réponse parfaitement honnête. Elle se trouvait dans un studio de création prestigieux dont elle avait elle-même conçu et pensé chaque centimètre carré de l'aménagement intérieur, baignant dans l'univers de l'architecture qu'elle avait choisi de plein gré. Au cœur d'une métropole parisienne qu'elle avait amèrement regrettée pendant cette longue et douloureuse année d'exil provincial. Son fils, le jeune Lucas, était épanoui sur les bancs d'une excellente école située à seulement 6 pâtés de maison de là, dessinant probablement avec passion de nouvelles cartes imaginaires dans les marges de ses cahiers d'écolier. Comptant les jours avec impatience jusqu'à l'arrivée des premiers bourgeons du printemps. Sa mère, la solide Marie Martin, avait prévu de faire le déplacement depuis Rouen pour venir partager un dîner festif dans leur nouvel appartement des Batignolles en fin de semaine. « Je crois profondément, » répondit Chloé d'une voix cristalline et apaisée, « que je vais merveilleusement bien. » Nicolas Leroy laissa s'installer un long silence chargé d'émotions à l'autre bout de la ligne, et elle devina à travers les ondes le large sourire bienveillant qui éclairait le visage buriné du vieil homme. « Ton père aurait été incroyablement fier de la femme que tu es devenue, » souffla-t-il, et ces quelques mots justes et poignants furent les seuls et uniques de toute cette immense journée qui parvinrent à faire couler des larmes brûlantes de bonheur sur ses joues. L'inauguration officielle du tout nouveau studio d'architecture eut lieu un samedi radieux. Les nouveaux locaux de l'atelier Méridien, magistralement implantés sur la très chic et vivante rue des Martyrs, en plein cœur de Paris, ne firent pas l'objet d'une cérémonie mondaine pompeuse ou d'une inauguration guindée. Il n'y eut aucune agence de relations publiques engagée pour gérer un événement fastueux, aucun communiqué de presse tapageur envoyé aux médias spécialisés, aucune liste d'invités prestigieux filtrée par des physionomistes à l'entrée. C'était une célébration à taille humaine, authentique. Une grande carafe de café fumant trônait sur une table en chêne brute, accompagnée d'un magnifique assortiment de viennoiseries fraîches et de pâtisseries artisanales achetées à la boulangerie voisine du coin de la rue. La lourde porte d'entrée était maintenue grande ouverte pour inviter la toute première véritable chaleur printanière de l'année à balayer les locaux. Les passants entraient spontanément, franchissaient le seuil parce qu'ils connaissaient un membre de la brillante équipe de concepteurs travaillant en ces lieux. Ou tout simplement parce qu'ils avaient été magnétisés par la lumière chaleureuse s'échappant de la vitrine depuis le trottoir et que leur curiosité avait été piquée au vif. Lucas, toujours aussi observateur, se tenait près de l'immense vitrine donnant sur la rue animée, sirotant paisiblement un gobelet en carton rempli de chocolat chaud onctueux. Il scrutait le balai incessant du voisinage parisien, observant le flot des passants avec cette attention focalisée et cette concentration intense qu'il réservait exclusivement à l'étude des mécanismes de ce monde qu'il jugeait digne d'être compris et cartographié. Nicolas Moreau franchit le seuil du studio. Il ne fit pas une entrée théâtrale ponctuée de grands discours pompeux ou de salam alek cérémonieux.
Il s'avança calmement à travers la foule éparse, tenant entre ses mains un modeste paquet méticuleusement emballé, qu'il tendit à Chloé avec un sourire timide, sans fournir la moindre explication quant à son contenu. Intriguée et touchée par le geste, elle déchira délicatement le papier d'emballage en s'appuyant sur son imposante table de travail d'architecte. Elle découvrit à l'intérieur un luxueux carnet de croquis neufs, de très grand format, doté de ces pages épaisses, lourdes et légèrement texturées qu'elle avait toujours affectionnées par-dessus tout pour ses esquisses au fusain et à l'encre de Chine. En ouvrant le précieux présent, elle découvrit que sur la page de garde intérieure, tracée de l'écriture manuscrite et soignée de Nicolas Moreau, figurait une citation qu'elle ne parvint pas à identifier à la seconde même. Puis, le souvenir foudroyant lui revint en mémoire, frappant son esprit avec une clarté aveuglante. Il s'agissait d'une phrase extraite d'une lettre manuscrite très ancienne que son défunt père lui avait écrite et envoyée lors de la remise solennelle de son diplôme d'architecte à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Elle n'avait évoqué l'existence de cette phrase qu'une seule et unique fois, de manière extrêmement furtive et fugace, au détour d'une conversation anodine partagée avec Moreau plusieurs mois auparavant. Et elle ignorait totalement qu'il possédait la capacité d'écouter les autres avec un tel niveau de dévouement, d'attention et d'empathie absolue. Elle leva ses yeux embués de larmes vers lui. Il haussa les épaules avec une douceur infinie, presque avec pudeur, refusant d'en tirer la moindre gloire personnelle. « Tu en avais brièvement fait mention », murmura-t-il simplement, sa voix grave se perdant dans le brouhaha ambiant du studio. Il m'a semblé, en y réfléchissant, que c'était très exactement le genre de phrase puissante qui méritait d'être gravée quelque part de manière permanente, indélébile. Elle pressa le carnet de croquis contre son cœur palpitant pendant une longue minute de silence partagé. Marie Martin apparut soudainement au niveau de son coude, tenant son sempiternel gobelet de café noir, serra affectueusement le bras de sa fille avec la force d'un roc inébranlable, puis poursuivit son chemin à travers la pièce lumineuse pour aller admirer les plans exposés. Chloé Martin resta figée dans l'encadrement de la porte de ce studio d'architecture extraordinaire qu'elle avait ardemment contribué à bâtir de ses propres mains, brique par brique, et elle posa son regard apaisé sur la rue parisienne bouillonnante de vie. La lumière délicate du printemps baignait les façades haussmanniennes d'une lueur rasante et dorée, tandis que les arbres alignés le long des trottoirs commençaient tout juste à envisager sérieusement l'éclosion de leurs premières feuilles vertes, symbole de renaissance éclatante. À l'extérieur, sur le trottoir ensoleillé de la rue des Martyrs, le jeune Lucas était engagé dans une conversation passionnée, expliquant un concept architectural d'une importance capitale à Nicolas Moreau avec un sérieux imperturbable. Ce dernier l'écoutait religieusement, penché vers lui accordant la totalité de son attention bienveillante. Chloé laissa ses pensées dériver vers le passé. Elle repensa avec une tendresse empreinte de mélancolie à la femme brisée et désorientée qu'elle était, celle qui se tenait seule dans la tempête de neige dévastatrice lors de ce fameux réveillon de Noël, grelottant avec son unique sac de voyage hâtivement bouclé. Dépourvue du moindre plan d'action concret, tenant fermement la main de son petit garçon de 7 ans, sans avoir la plus petite idée de ce que l'univers sombre et menaçant lui réservait à l'autre bout de l'heure suivante. Elle ne savait pas. Elle n'aurait d'ailleurs absolument jamais pu deviner ni anticiper l'extraordinaire enchaînement des événements qui l'avaient menée jusqu'à cette lumière resplendissante. Mais, et c'était là l'essentiel de son triomphe, elle avait continué à marcher. Elle avait mis un pied devant l'autre dans la neige aveuglante, bravant le froid, l'incertitude et la terreur. Et en fin de compte, au bout de cette longue nuit de l'âme, c'était la seule et unique chose que le destin avait jamais véritablement exigée d'elle. L'univers ne réclamait pas la perfection d'un plan sans accroc, ni la stratégie brillante d'une évasion planifiée dans les moindres détails, et encore moins l'intervention providentielle d'une tierce personne venant voler à son secours pour réparer les morceaux brisés de sa vie. Non, l'univers exigeait uniquement la volonté farouche, indomptable, de continuer à avancer aveuglément à travers les ténèbres glaciales de l'adversité, jusqu'à ce que la lumière chaleureuse finisse immanquablement par percer l'obscurité et revenir réchauffer le monde. Les stoïciens de l'Antiquité avaient raison de professer avec une sagesse immuable que nous ne sommes pas maîtres des tragédies qui s'abattent sur nous, ni des trahisons que nous subissons, mais que nous détenons le contrôle absolu, inaliénable et souverain sur la manière dont nous décidons d'y réagir. C'est en réalisant que la force réside non pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité à s'y soustraire par l'action et le mouvement, que l'esprit trouve enfin sa forteresse imprenable.
Chloé n'avait pas puisé cette résilience exceptionnelle dans l'intervention d'un sauveur. Elle l'avait forgée dans le feu de son propre refus catégorique de capituler, son refus viscéral de s'arrêter de marcher, même lorsqu'elle avait toutes les raisons du monde de s'effondrer d'épuisement dans la neige pour ne plus jamais se relever. Et c'est là que réside la vérité fondamentale de l'existence. Les saisons de l'hiver de l'âme, les périodes de destruction et de froid glacial, ne s'achèvent pas miraculeusement parce que les circonstances extérieures changent d'elles-mêmes par l'opération du Saint-Esprit. Elles s'achèvent, elles fondent et disparaissent à tout jamais, uniquement parce que la personne qui les traverse change de l'intérieur, se métamorphose, et découvre que tout est toujours possible pour celle qui porte tout le poids du monde ce soir-là, car la lumière finit toujours, inexorablement, par revenir.